Votre habitation fait peut-être partie des millions de maisons construites sur des sols argileux. Alors a priori, pas de problème, vous allez me dire. Et pourtant, ces sols sont comme des éponges qui gonflent et se rétractent en fonction des conditions météo. Résultat, la structure des habitations est directement menacée et la situation ne va pas s'améliorer avec le dérèglement climatique. Mais comment survient ce phénomène exactement? Quelles sont les zones concernées en France? Et que peut la science pour anticiper les dégâts? Dans cette émission, on vous dévoile les travaux menés au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, pour mieux comprendre ce phénomène complexe et mieux l'anticiper. On commence tout de suite avec notre premier invité, c'est parti. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle plongée au cœur de la science. Aujourd'hui, on s'intéresse au mouvement du sol causé par le phénomène de retrait et gonflement des argiles. Et pour nous accompagner et nous éclairer sur le sujet tout au long de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Gourdier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors vous êtes géotechnicien au BRGM. Je rappelle que le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière. Et le retrait et gonflement des argiles, c'est un peu votre sujet de prédilection au BRGM. C'est ça. Mais plus largement, vous travaillez sur d'autres phénomènes en lien avec le mouvement du sol. Qu'est-ce qu'on regroupe derrière ce terme de mouvement du sol? Alors quand on parle de mouvement de terrain, on s'intéresse en fait à plusieurs phénomènes. Par exemple les glissements de terrain, tout ce qui va être éboulement rocheux, les effondrements et les affaissements qui sont liés aux cavités souterraines, l'érosion des sols également. Alors avant d'approfondir le sujet, on a testé les connaissances de nos abonnés sur Instagram avec un petit quiz. La question s'affiche ici à l'écran. La quasi-totalité, 93% des dégâts causés par le retrait-gonflement des argiles en France se concentrent sur un quart du territoire, un tiers du territoire, la moitié du territoire ou bien les trois quarts du territoire. Regardons les résultats. Alors c'est très partagé, mais celui qui arrive en tête, c'est un quart du territoire. Sébastien, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est la moitié du territoire. C'est une petite moitié, 48% pour être précis. Est-ce qu'on est exposé, tout est exposé au même niveau? Non, le territoire métropolitain est exposé, on distingue 3 niveaux d'exposition, faible, moyen et fort. Et donc c'est 48% du territoire, cette petite moitié, c'est les 2 niveaux les plus élevés, moyen et fort. Alors chaque année, le retrait-gonflement des argiles fait beaucoup de dégâts. Quelles conséquences on observe sur les constructions? Et est-ce qu'il y a des types de constructions qui sont plus touchés que d'autres? Alors les constructions qui sont les plus touchées, ce sont les maisons individuelles. Et donc ce qu'on observe comme dégâts, c'est la fissuration de la maçonnerie, des dégâts sur les menuiseries, les portes et les fenêtres qui ouvrent mal ou peuvent rester bloquées. Ça peut être aussi le détachement des annexes, des vérandas par exemple, des garages, etc. Et historiquement, c'est à cause de ces dégâts que le BRGM a commencé à s'intéresser à ce phénomène? Oui. Alors, on va dire que c'est un phénomène qu'on connaît depuis assez longtemps. On a commencé à en observer des dégâts, on va dire avec la sécheresse de 76, et puis au cours des années 80, ça a continué. Le phénomène a intégré le régime des catastrophes naturelles en 89, et donc c'est parce qu'il a intégré ce régime particulier que nous l'étudions plus en détail. Alors face à cette situation, une de vos missions au BRGM consiste à cartographier les zones exposées à ce phénomène à l'échelle de la France entière. On en discute tout de suite. Alors avant de parler de cartographie, je voudrais qu'on reprenne un petit peu les bases et qu'on explique plus précisément quand est-ce qu'on parle finalement de gonflement ou de retrait des argiles. Alors le retrait-gonflement des argiles, en fait, c'est un phénomène qui s'explique par une propriété de certains sols à changer de volume en fonction de leur degré d'humidité. Donc comme une éponge, ils vont gonfler lorsqu'on va les humidifier et se rétracter en séchant. Et c'est un phénomène avec des variations plutôt lentes ou rapides? C'est un phénomène plutôt lent qui se produit sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais qui, en fait, au cumulé, peut donner des variations de volume importantes, en tout cas suffisamment importantes pour provoquer des dégâts sur les habitations. Et en termes d'amplitude, on a une idée justement de ce que ça peut représenter comme mouvement de terrain? Alors, on mesure sur nos observations des amplitudes verticales de plusieurs millimètres, voire plusieurs centimètres de tassement. Ok, donc, et ça,
quelques millimètres ou quelques centimètres, c'est suffisant pour, comme ça, à force, fissurer les bâtiments. C'est suffisant pour fragiliser les bâtiments et qui finissent par fissurer à terme. Alors, ce phénomène est bien sûr lié à la nature des sols et avoir donc un sol argileux, la présence d'argile dans le sol, c'est un facteur de prédisposition. Mais c'est quoi exactement finalement un sol argileux? Est-ce qu'on peut donner une définition un peu plus précise? Alors un sol argileux, il faut revenir un petit peu sur la définition de ce qu'est un sol. En fait, un sol, c'est un assemblage de grains plus ou moins compacts et des grains de différentes tailles. Et ces grains-là, on distingue 3 grandes familles. Les plus grossiers, ce sont les sables. La seconde famille intermédiaire, on va parler de limon. Et les sols les plus fins, les grains les plus fins, ce sont les argiles. Et là, quand on parle d'argile, du coup, on est à quelle échelle de grains? Les particules pour un sol argileux, c'est inférieur à 2 microns, donc très petites particules. Et un sol, en fait, est constitué d'un mélange de ces 3 familles. Et donc, quand on parle de sol argileux, c'est que la famille argile est majoritairement représentée. Et donc, c'est ces particules-là qui sont particulièrement sensibles aux variations d'humidité. Alors, tous les minéraux qui composent la famille des argiles ne sont pas sensibles au phénomène de la même manière. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, qui favorisent le phénomène plus que d'autres. Quels sont ces minéraux en particulier? Alors, il y a une famille en particulier qu'on appelle les smectites, qui sont particulièrement sensibles aux variations d'humidité. Alors, ça s'explique, il faut qu'on regarde la structure de ces particules à échelle microscopique. En fait, on se rend compte qu'elles sont constituées de feuillets microscopiques. Et donc l'eau, quand elle est absorbée par ces matériaux-là, elle s'intercale entre les feuillets et vient les écarter. Et donc augmenter les volumes. Et à l'inverse, en période de dessiccation, donc l'eau s'échappe et les feuillets se rapprochent ensemble. Et donc le volume du sol diminue. Dessiccation, c'est la sécheresse? C'est ça, la dessiccation, c'est la perte d'eau. Et donc c'est vraiment le phénomène, la disposition des minéraux qui joue sur leur capacité à comme ça gonfler ou se rétracter en fait. C'est ça, exactement. C'est vraiment la structure microscopique qui fait que ces minéraux-là, ces sols-là, vont être capables d'absorber des grandes quantités d'eau et de la rendre très facilement. Alors la nature du sol ne suffit pas à elle seule pour déclencher le phénomène, il faut aussi des conditions météorologiques particulières. Là, on parle de quel phénomène météo? Alors en France métropolitaine, c'est essentiellement en période de sécheresse qu'on va observer les dégâts. L'état moyen des sols en France est plutôt humide. On a des cycles saisonniers, des successions été et hiver qui font que on a naturellement des variations d'humidité entre l'hiver humide et l'été sec. Et c'est les sécheresses exceptionnelles, donc de fortes températures, des déficits pluviométriques qui vont faire qu'on va avoir un assèchement très prononcé des sols et donc des variations de volume importantes, des tassements qui vont conduire aux dommages qu'on peut observer. Et là encore, est-ce qu'on a une idée est-ce qu'il y a une valeur seuil, une température seuil à partir de laquelle on se dit bon là il y a peut-être plus de risques d'observer ce phénomène? Il n'y a pas vraiment de température seuil ou d'humidité. En fait, ça va être très dépendant de la nature des sols, de l'histoire aussi qu'il a connue, on va dire, dans les mois qui ont précédé, les années qui ont précédé. Ça va dépendre aussi de l'environnement proche. Donc il y a beaucoup de conditions qui font que le déclenchement ne va pas se produire tout le temps dans les mêmes conditions. Et les événements exceptionnels, mais cette fois concernant plutôt les inondations exceptionnelles, les grandes crues, ça joue un peu moins que la sécheresse, si je comprends bien là? Alors ça va jouer, mais indirectement. C'est-à-dire qu'en période de forte humidité, donc en période de crue par exemple, mais même avec un hiver très humide et très pluvieux, on va avoir des sols qui vont être très humides. Et donc c'est l'assèchement qui va suivre, qui va conditionner aussi ce qui va arriver. C'est le contraste entre les deux états en fait? C'est exactement ça. En fait, quand on a une succession très rapide entre une période humide et une période très sèche, on peut avoir donc cet assèchement qui va être très prononcé.
Très bien. Alors le Bergem, en tant qu'expert du sol et du sous-sol, a mené un travail pour cartographier le phénomène. On va voir la carte qui va s'afficher à l'écran. Et je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes dessus pour bien comprendre ce qu'on voit. Donc là, c'est une carte de la France. Est-ce que vous pourriez nous décrire les différentes couleurs qui sont représentées pour savoir ce que nous dit cette carte finalement? Alors ce qu'on voit ici, c'est une couverture du territoire selon 4 niveaux. Un premier niveau qu'on a appelé nul ou a priori nul, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des sols argileux, donc on ne va pas être exposé au phénomène. Et ensuite 3 niveaux. Le premier niveau jaune qui est le niveau faible, puis moyen en orange et fort en rouge. Et donc ce sont les 3 niveaux successifs d'exposition au phénomène. Très bien, donc quand on est en zone rouge, c'est l'exposition la plus forte. Hein. C'est l'exposition la plus forte. Voilà, donc, ce qu'on expliquait tout à l'heure, donc les fameux 48% du territoire qui sont concernés par le phénomène, c'est ceux qui se trouvent donc dans la partie orange et rouge, ce serait ça? Orange et rouge, oui c'est ça, moyen et fort. Au cumulé, ces 2 niveaux-là représentent la moitié du territoire métropolitain. Et cette carte, elle date de quand alors? Cette carte-là a été publiée en 2019. Elle est accessible sur le portail Géorisque, sur lequel est diffusée toute l'information concernant les risques naturels et technologiques pour les particuliers et le grand public. Alors, elle vous a demandé quand même une dizaine d'années de travail pour la construire. Sur quelles données vous vous êtes appuyé? On s'est appuyé essentiellement sur la carte géologique, sur laquelle le Bergem travaille depuis sa création. Cette carte géologique, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'elle donnait déjà comme information, elle? Le principe de la carte géologique, c'est de cartographier les sols visibles en surface, leur nature, leur histoire, leur âge, etc. Ok, et donc ça à l'échelle de toute la France entière? Toute la France est couverte par la carte géologique. Et donc comme ça, vous avez pu identifier les zones qui étaient potentiellement argileuses alors? Voilà, exactement. Ça nous a permis d'identifier les sols potentiellement sensibles aux variations de teneur en eau, et donc ensuite d'aller plus loin pour faire produire cette carte. Oui, alors justement, après, une fois qu'on a identifié finalement les zones qui sont potentiellement sensibles, il faut leur attribuer un niveau de sensibilité pour savoir si on est plutôt en zone moyennement forte. Et ça, vous vous appuyez sur quels critères alors pour ça? Alors, pour arriver à ce niveau final de sensibilité des sols, on s'est appuyé sur 3 critères. Le premier, le critère lithologique. Donc la lithologie, c'est la nature des sols, et donc en particulier, ce critère-là va nous donner des informations sur le contenu argileux de la formation en question, sur son épaisseur, sur la continuité de cette couche. Donc là, c'est là où vous arrivez à déterminer finalement à quelle famille de minéraux argileux ça appartient? C'est pas ce critère-là. Okay. Là, ce critère-là va nous dire si on a des argiles, mais en minorité ou au contraire majoritairement présents. C'est le critère minéralogique qui va nous dire sur quelle famille de minéraux argileux on va trouver dans cette formation-là. Nous en donner les proportions, les quantités. Donc ça, c'est le critère minéralogique. Et le troisième critère, c'est ce qu'on appelait le critère géotechnique. Donc on s'appuie sur les résultats d'analyse en laboratoire qui mesurent le comportement de ces sols vis-à-vis de l'eau. Comment ils vont réagir lorsqu'on va leur apporter de l'eau ou au contraire quand on va leur retirer de l'eau. Quelle va être la variation de volume à laquelle on va pouvoir s'attendre. Donc ça veut dire que vous allez aussi sur le terrain pour récolter des échantillons et après les analyser en laboratoire? On va sur le terrain récolter quelques échantillons, mais on s'appuie aussi sur un gros travail de recueil de données bibliographiques et puis des données auprès des partenaires. La carte intègre aussi des données de sinistralité. C'est quoi exactement ces données-là? Qu'est-ce qu'elles apportent de plus pour compléter la carte? Donc la sinistralité, ça nous dit où sont apparus les dommages, sur quelle période. Et donc ce qu'on va regarder, c'est s'il y a des zones où ces dommages-là sont particulièrement concentrés. Et donc ça va nous donner aussi une indication sur le potentiel de ces formations-là à produire des dommages
sur les maisons. Alors ça, c'est un peu moins la spécialité du BRGM, donc où est-ce que vous recueillez ces informations-là finalement? Alors ces données de sinistralité, en particulier pour faire la carte d'exposition, on a travaillé en partenariat avec la mission Risque Naturel, qui travaille avec des données provenant des compagnies d'assurance. Alors une mise à jour est prévue de la carte en 2025. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus à cette carte-là? Alors cette nouvelle carte va intégrer des données de sinistralité plus récentes. Celle qui est actuellement disponible intègre des données de sinistre jusqu'à fin 2017. Et donc là, on va rajouter tous les sinistres apparus depuis 2017 jusqu'en 2022, plus de nouveaux sinistres antérieurs, parce qu'il y a eu aussi tout un travail qui a été fait sur les archives. Et donc on a plus que doublé le nombre de sinistres qu'on va intégrer dans cette carte-là. Et à côté de ça, en parallèle, on a pu mener des travaux de cartographie locale, et on va intégrer ces zonages-là, ces zonages locaux, dans la carte nationale. Et alors après, cette carte qui est disponible, tout le monde peut la consulter, mais est-ce que qui s'en empare finalement? À quoi elle peut servir ensuite? Elle a deux utilités. Une première qui est lorsque on veut faire construire, on a un projet de construction, dans les zones exposées à des niveaux moyens et forts, un diagnostic est obligatoire. Et donc on s'appuie sur cette carte-là pour délimiter les zones où ces diagnostics sont à réaliser. Ça, c'est le premier point. Et puis il y a une deuxième utilité, c'est lorsque les communes portent des dossiers de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, elle sert de données, on s'appuie sur cette carte-là pour instruire le dossier. Oui, donc c'est une référence qui après a des, enfin, je veux dire, ça a des conséquences, quoi. On se base sur ce travail que vous avez fait pour des projets de grande envergure. C'est ça, exactement. Donc là, cette carte, on voit, c'est à l'échelle de la France. Est-ce que, par exemple, un particulier qui voudrait construire sa maison peut aller de manière plus locale, aller voir justement ce qui se passe à l'échelle de son terrain, par exemple? Oui, exactement. Sur le portail Géorisque, justement, on peut aller chercher l'information à l'échelle de notre parcelle, à l'adresse, savoir dans quel niveau d'exposition se trouve cette parcelle. Et là, à cette échelle-là, les données restent valables, je veux dire, parce que là, c'est fait à l'échelle du territoire entier. Est-ce qu'à cette échelle-là, c'est toujours aussi précis? Alors, la carte a été réalisée en s'appuyant sur la carte géologique qui, elle, est valide à l'échelle du 50 millième. Donc ça veut dire qu'à l'échelle d'une commune, la carte est tout à fait valable, tout à fait précise, mais si on zoome trop, on perd en précision. Et est-ce qu'on pourrait imaginer intégrer d'autres données dans le futur, dans cette carte, notamment, je pense, au type de construction? Est-ce que ça, c'est quelque chose, une information qui pourrait être utile? Parce que j'imagine, ça peut jouer aussi sur le potentiel de risque. Exactement. Alors là, on va parler, si on intègre le type de construction, en fait, on va parler de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va les regarder selon différents critères. Je prends par exemple l'âge de la construction, les matériaux qu'on a utilisés, la présence d'un sous-sol, etc., le nombre d'étages. On va regarder tous ces différents facteurs et pour essayer de déterminer quels sont les types de maisons qui sont les plus vulnérables, ceux qui le sont moins. Et quand on va croiser cette donnée-là avec le niveau d'exposition, c'est là qu'on va pouvoir déterminer les zones qui sont les plus à risque. Et ça, c'est un travail que vous envisagez dans l'avenir ou pour l'instant, bon, c'est pas quelque chose qui est prévu? Oui, c'est un travail sur lequel on a commencé à travailler avec des partenaires, bien sûr, puisque on va dire que la vulnérabilité du bâti, c'est pas forcément notre cœur de métier, et donc voilà, pour ce type d'études, on travaille avec des partenaires. Avec d'autres personnes, ouais. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Alors il est l'heure maintenant de passer à notre vrai ou faux. Alors le principe est simple, on va donc vous donner 3 affirmations, une par une, et puis on va vous demander, Sébastien, de nous expliquer si c'est plutôt vrai ou faux. Vous à la maison, vous pouvez jouer, on vous laissera 5 secondes pour trouver la bonne réponse, mais ça va aller très vite, donc préparez-vous. Je commence avec la première affirmation.
La présence d'un arbre à proximité de ma maison peut aggraver le phénomène de retrait et gonflement des argiles. Alors Sébastien, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Un arbre, en particulier un arbre adulte, a des besoins en eau qui sont importants. Et cette eau, il va la prélever dans le sol, autour de lui, grâce à son réseau racinaire. Et en particulier en période de sécheresse, donc forte température et déficit pluviométrique, ces besoins sont toujours aussi importants. Il va aller les chercher de plus en plus loin et à proximité donc, de l'habitation. Il va contribuer à l'assèchement des sols. Alors on va passer à l'affirmation numéro 2. Paris est le seul département de l'Hexagone pour lequel l'exposition au retrait-gonflement des argiles n'est pas cartographiée. Est-ce que c'est plutôt vrai ou est-ce que c'est plutôt faux? C'est vrai. On sait pourquoi? Alors, lorsqu'on a travaillé sur la cartographie du retrait-gonflement des argiles, on a travaillé département par département. Et dans le programme de travail sur les 10 années qu'il a fallu pour faire cette carte-là, il a été décidé de mettre Paris de côté pour 2 raisons. La première, c'est que les bâtiments parisiens sont essentiellement des bâtiments collectifs, donc assez peu vulnérables au retrait-gonflement des argiles. Et puis la deuxième raison, c'est que les sols parisiens, ce sont des sols qui ont été très travaillés, ce qu'on appelle des sols anthropisés. C'est-à-dire qu'à Paris a une histoire qui remonte à l'Antiquité et donc au fur et à mesure des constructions et des nouveaux projets, donc c'est des sols qui ont été très remaniés. On trouve finalement assez peu de sols naturellement en place sous Paris. Pourquoi les bâtiments collectifs sont moins vulnérables que les maisons individuelles, par exemple? Alors les bâtiments collectifs sont plus lourds, plus rigides, avec des fondations plus profondes, ce qui fait que ils sont beaucoup moins exposés au phénomène. Leurs fondations se trouvent dans des terrains plus profonds et donc qui subissent très peu les variations d'humidité. Et puis le poids de ces bâtiments et leur rigidité fait qu'ils vont très peu bouger et même s'il y avait éventuellement des mouvements, ils ne vont pas s'endommager comme les maisons individuelles. Alors, 3e affirmation, un diagnostic RGA n'est pas nécessaire au moment de la vente d'un terrain constructible. Alors, encore une fois, est-ce que c'est vrai ou faux? Sébastien, je me tourne vers vous. Alors, c'est vrai et faux en même temps. Cette obligation, en fait, ne concerne pas la totalité du territoire. Si on revient sur la carte qu'on a vue tout à l'heure, le diagnostic est nécessaire uniquement dans les zones d'exposition moyenne et forte. Moyenne et forte, donc ce qu'on voyait en orange et rouge sur la carte. En orange et rouge, donc à peu près la moitié du territoire. Et donc ce diagnostic est censé nous renseigner sur le potentiel, la vulnérabilité de la future construction Le diagnostic va nous renseigner sur la nature des sols sur lesquels on souhaite construire son projet et donc éventuellement les principes de construction qu'il faudrait adopter en fonction du résultat et en fonction de la sensibilité des sols. Eh bien, merci beaucoup Sébastien, on a compris comment fonctionne le phénomène de retrait et gonflement des argiles et où il est le plus marqué en France. Mais lorsqu'une sécheresse survient, est-ce qu'on peut prédire à coup sûr si elle causera ou non des fissures sur les maisons? Est-ce qu'il existe un outil capable d'anticiper les sinistres liés au retrait-gonflement des argiles? Et est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir en tenant compte du dérèglement climatique? Dans un instant, notre nouvelle invitée va répondre à toutes ces questions. Elle travaille aussi au BRGM et vous verrez que certaines régions risquent d'être bien plus touchées qu'on ne le pense. On découvre ça tout de suite dans l'esprit d'équipe. Bonjour Sophie Barthélémy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes ingénieure-chercheur géotechnicienne pour le retrait-gonflement des argiles au BRGM. Vous vous connaissez bien avec Sébastien? Est-ce que vous travaillez souvent ensemble? Bah oui, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille ensemble avec Sébastien. Oui, même un peu plus, si on compte la thèse. Oui.
Grâce à vous, Sébastien, on comprend mieux ce qu'est le retrait-gonflement des argiles, par quoi il est causé et comment cartographier ce risque pour identifier les zones les plus vulnérables sur le territoire. Avec vous, Sophie, on va s'intéresser aux conditions météorologiques qui déclenchent le retrait-gonflement des argiles. Autrement dit, on va voir s'il est possible de prédire l'ampleur des dégâts provoqués par un épisode de sécheresse en particulier, ce qui est très utile quand on vit dans une zone vulnérable et qu'on tient à sa maison. C'est l'objet de la thèse que vous avez soutenue en 2024. Alors déjà, on l'a dit, en période de sécheresse, c'est là qu'on observe le plus de dégâts. Quels sont les outils qu'on utilise pour détecter ou prévoir la sécheresse des sols ? Pour prévoir la sécheresse des sols, évaluer les effets d'une sécheresse sur les sols en France, on a recours à ce qu'on appelle des modèles de surface. C'est-à-dire, c'est des mises en équation des processus qui ont lieu entre l'atmosphère, le sol et la végétation. On va appliquer ces différentes équations en tenant compte des conditions météorologiques pour ensuite sortir à un instant donné une estimation de l'humidité des sols. Donc là, on a un indicateur du taux d'humidité, ce qui est très utile quand on veut étudier le retrait-gonflement des argiles. Mais ce modèle-là, il n'est pas conçu spécifiquement pour prédire l'intensité du retrait-gonflement des argiles. C'est seulement un taux d'humidité, c'est ça ? Oui, absolument. C'est un indice, une humidité moyenne. À la base, Météo France, c'est utilisé opérationnellement pour le suivi de la ressource en eau, mais pas pour ce qui est du suivi du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Et c'est justement là que votre thèse apporte un plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes simples le travail que vous avez réalisé ? Bien sûr, dans le cadre de ma thèse, je suis partie de ce fameux modèle d'humidité des sols et j'ai essayé d'extraire une information qui soit la plus pertinente pour le suivi du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Et quelle est la différence et quel est l'apport par rapport au modèle qui existe déjà ? L'idée, c'est de sortir une information très, très spécifique en tenant compte des spécificités du phénomène. Par exemple, on s'intéresse à l'humidité du sol à une certaine profondeur ou selon la période de l'année aussi. Et il me semble que quelque chose qui est très central aussi dans votre travail, c'est la prise en compte de la sinistralité, des dommages qui sont causés sur les maisons. C'est pas initialement dans les modèles utilisés par Météo France, c'est pas des informations qui sont incluses dans le calcul, c'est ça ? Non, effectivement, j'ai pu travailler avec des données assurantielles qui ont été fournies par la Caisse centrale de réassurance, qui était un des partenaires de ma thèse. Ils m'ont fourni des informations de nombre de sinistres par année. Et ensuite, j'ai pu exploiter ces nombres de sinistres pour savoir, à partir des simulations d'humidité de sol, quelle grandeur on pouvait extraire pour expliquer ces sinistres qui se produisaient en réalité. Donc si je comprends bien, voilà, le modèle qu'on avait initialement, il permettait de dire là on a un sol qui est très sec ou un sol qui est très humide. Et vous, votre rapport, c'est de dire de mettre ces données au regard des accidents, concrètement ce qui se passe, les fissures qu'on peut observer sur les maisons. C'est plus complet, c'est plus précis du coup. Exactement ça, c'est extraire une information unique, dire c'est pas seulement est-ce que le sol est très sec ou très humide, mais je peux dire que cette sécheresse-là est associée à un nombre de sinistres égal à X pour un certain territoire. Cette logique-là, ce croisement de données, vous en avez fait un outil, ce qu'on appelle un indice ou un indicateur, donc qui est spécifique au retrait-gonflement des argiles en fonction des conditions météo, en fonction de la sécheresse. Si je résume, ça permet de dire, voilà, la semaine prochaine, dans telle commune, on s'attend à un phénomène de sécheresse qui a telle ou telle intensité, telle ou telle caractéristique, et au vu des données passées de sinistralité et de dégâts, on peut s'attendre à ce qu'il y ait tant de pourcents de sinistres dans la commune. Est-ce que ça marche plus ou moins comme ça ? Oui, bien sûr, c'est exactement ça. On a une image qui est issue de votre thèse qui permet d'illustrer un petit peu ça. Je propose que vous nous la commentiez. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Alors, on voit donc des cartes de France pour les années 2000 à 2022. Et le territoire est divisé en un certain nombre de petits carrés, de mailles. Et la couleur de ce carré, donc qui va du jaune vers le rouge, indique la valeur de l'indice de sécheresse qui a été conçu spécifiquement pour le suivi du phénomène retrait-gonflement des argiles. Donc quand on a une couleur jaune, on a une valeur d'indice faible. Et quand on est dans les rouges, on a au contraire une sécheresse plus marquée. Pour ce qui est du retrait-gonflement des argiles, ça a été calculé par année, de 2000 à 2022. Et ce qu'on remarque, c'est que certaines années sortent plus que d'autres. Ah, beaucoup de rouge. Oui, les années 2003. 2003, c'est une année de sécheresse reconnue, enfin une année de sécheresse notable. Et sur la période plus récente, 2018, 2019, 2020,
et 2022. Si je comprends bien, là, donc on sait que ce sont des sécheresses qui ont été particulièrement critiques. Donc ça concorde finalement. On voit qu'on a eu des sécheresses assez extrêmes. Et ça s'est traduit aussi par plus de dégâts sur différentes... Bon, on voit en 2022, oui, tout est rouge quasiment. Pour l'année 2022, qui était l'année de record absolu de la sinistralité liée au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Donc cet indicateur, vous vous êtes appuyé ici sur les données qui vont de 2000 à 2022. L'idée derrière, évidemment, c'est de les appliquer aux données actuelles, mais même futures, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur jusqu'où on peut se projeter, par exemple? On peut se projeter à l'aide de ce qu'on appelle des scénarios de changement climatique, donc différentes hypothèses sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui vont permettre de voir plus loin. Dans le cadre de ma thèse, eh bien, je me suis projetée jusqu'en 2065 avec les scénarios appelés RCP, donc des scénarios qui ont été conçus par le GIEC. Il y a eu plein de scénarios conçus par le GIEC. C'est quoi? C'est des scénarios qui sont plutôt optimistes, plutôt pessimistes? Alors, j'ai regardé 2 scénarios différents. Un scénario, le 4.5, qui est un scénario plus modéré, et le scénario RCP 8.5, qui est un scénario pessimiste, ce qui permet en fait de comparer les deux. Et donc là, on voit en haut, donc à chaque fois, on a 3 tranches, 2006-2025, 2026-2045, 2046-2065. Pourquoi ces trois tranches spécifiquement? Eh bien, ça permet d'évaluer l'évolution des conditions déclenchant de phénomènes en se projetant plus ou moins loin. Donc en 2006-2025, on est proche de l'état actuel, puis on va sur un futur moyen et un futur lointain. Ça permet de voir comment évolueront les conditions. Et là, donc on n'est plus sur du jaune et du rouge, on est sur du bleu et du vert, mais on voit bien quand même que quand on est dans le scénario 8.5, donc pessimiste, et à plus long terme, voilà, qu'est-ce que ça donne? À quoi on peut s'attendre en termes de sinistralité? En fait, plus on va dans les jaunes et plus cet indice de sécheresse spécifique retrait-gonflement des argiles est tiré vers le haut. Donc plus les conditions déclenchantes seront importantes. On voit que il y a une différence notable qui apparaît à partir de 2046, le futur plus lointain, et plus marqué pour le scénario 8.5, les conditions déclenchantes vont s'intensifier, donc favoriser le phénomène, et ceci en scénario 8.5, cela découpe même des zones géographiques qui seront plus exposées, donc le sud-ouest et le nord-est du pays. Oui, si on compare un peu à la cartographie des zones les plus vulnérables, on voit que le sud-ouest quand même était déjà représenté. Mais on a des régions qui sont peut-être pas encore concernées aujourd'hui, mais qui seraient amenées à l'être dans le futur. C'est ça qu'on peut en conclure? Oui, c'est ça, et c'est déjà une tendance qui apparaît. Depuis, déjà c'est ça. Depuis 2017, traditionnellement, les sinistres dus au retrait-gonflement des argiles sont concentrés dans la frange sud-ouest du pays. Et depuis 2017... il y en a qui apparaissent dans le nord-est du pays et au fond, c'est un peu ce résultat qui se matérialise dès à présent. Bon, là, on voit les couleurs sont très parlantes. On a plutôt envie d'aller du coup vers le scénario peut-être 4.5. Quand on voit les résultats, c'est assez différent. Donc, on l'a dit, l'indicateur que vous avez développé s'appuie sur des données essentiellement, même exclusivement météorologiques. Il ne prend pas en compte les propriétés des sols, comme pourrait le faire la cartographie. Est-ce qu'on pourrait imaginer combiner ces deux types de données, ces deux outils, pour avoir des résultats encore plus précis? C'est c'est un sujet sur lequel on travaille, oui, bien sûr. Croiser les données d'exposition des territoires avec des projections climatiques pour nous dire, avoir une idée des zones qui seront potentiellement concernées dans l'avenir, c'est un point important qu'il faudrait réussir à faire. Le plus important, ce serait de pouvoir croiser ça également avec les enjeux, c'est-à-dire le parc immobilier existant ou à venir, pour essayer de cerner les secteurs du territoire qui sont les plus à risque, qui sont particulièrement menacés. Oui, parce que finalement, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait donc deux grandes origines qui sont les propriétés des sols et les conditions météorologiques. Mais en fait, il y a d'autres facteurs à prendre en compte aussi, des facteurs peut-être plus sociétaux. Donc là, vous avez cité l'évolution du parc immobilier. Est-ce qu'il y en a d'autres ? L'évolution du parc immobilier, elle est particulièrement liée à l'évolution démographique. La population augmente, mais il y a aussi
on va dire des déplacements de population sur plusieurs décennies, hein, avec des régions qui sont, on va dire, petit à petit, qui sont abandonnées, entre guillemets, d'autres les zones urbaines qui se densifient et puis également qui s'étalent. Et donc ça donne lieu à la construction de nouvelles maisons, des nouvelles populations exposées sur des territoires potentiellement sensibles au retrait-gonflement. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a tout intérêt à faire en sorte d'agir sur le dérèglement climatique si on veut éviter les fissures dans nos maisons, finalement, si je dis ça de manière très raccourcie. Alors, il y a quand même une question qui reste en suspens aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut limiter finalement les dommages, les risques et accompagner aussi les gens qui sont sinistrés et qui sont confrontés à ce phénomène-là. Pour répondre à cette question, on est allé solliciter les gens dans la rue, on leur a demandé d'imaginer des idées, des solutions qu'on pourrait mettre en place. Écoutez ce qu'ils nous ont répondu. Je pense que c'est super important déjà de sensibiliser les gens sur les lieux où ils construisent. Parce que c'est pas parce que tu achètes un terrain que c'est constructible et je pense que c'est important de le savoir. Déjà, peut-être interdire certaines zones, les rendre inconstructibles. Alors peut-être des réflexions sur d'autres matériaux qui pourraient compenser les déplacements eu égard au gonflement ou à la rétractation de l'argile. Déjà construire sur des pieux, comme ça se fait dans certains territoires où les sols sont marécageux par contre. Bon là on n'est pas sur un sol marécageux mais on est sur un sol qui va s'assécher, donc de fait se déformer. Et autant pour éviter les déformations, il vaut mieux pas avoir des fondations trop épaisses, mais il vaut mieux avoir des fondations sur des pieux les plus fines possibles et les implanter le plus profondément possible. Je sais qu'au Japon ou en Asie, ils font des bâtiments qui arrivent à tenir debout même quand il y a des tremblements de terre. Du coup, peut-être utiliser ces trucs-là et voir comment les architectes ont fait pour trouver les solutions et les transporter en France. Alors je ne sais plus qui disait qu'un monde à plus de 2,5 degrés serait difficilement assurable et à plus 4 il ne le serait pas. Donc je pense que c'est très déterminant aussi sur l'ampleur du problème. Même à voir les coûts d'assurance augmenter, je ne sais pas si de tels investissements ou tels travaux seraient aisément finançables. Sébastien, Sophie, on a plein de solutions, de pistes qui ont été évoquées. Une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Il y a plein de réponses très intéressantes. Les premières réponses, c'était savoir où on construit. Ouais. Ça, c'est peut-être déjà le premier point quand on a un projet de construction. Et c'est ce point-là que le BRGM a voulu adresser avec la carte dès le début du programme de cartographie du phénomène. C'est-à-dire comprendre le phénomène, le cartographier pour savoir sur quel sol on construit. Quelqu'un évoque l'idée d'avoir des zones interdites à la construction. Est-ce que la carte que vous produisez peut aussi servir de zones interdites à la construction ? Non, on n'en est pas là. On est capable de se prémunir du phénomène avec les bonnes dispositions constructives et donc le retrait-gonflement des argiles ne rend pas inconstructible. Contrairement aux inondations. Par contre, oui, il faut savoir dans quelle zone on construit et pouvoir mettre en œuvre les bonnes techniques, les bonnes dispositions. Quelqu'un parlait aussi de nouveaux matériaux de construction, réfléchir autrement la construction. Est-ce qu'il y a des matériaux qui sont plus adaptés que d'autres ? Alors, c'est pas forcément une question de matériaux, mais plutôt une question de mise en œuvre, de comment on va construire. Typiquement, une maison en maçonnerie, renforcée aux bons endroits, va lui permettre de subir les déplacements sans casser. Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'utiliser des pieux en béton comme ça pour répartir un peu le poids de la maison, on va dire, sur des zones plus fines ? Alors l'utilisation des pieux, c'est ce qu'on appelle des fondations profondes. C'est des techniques qui sont quand même assez complexes et assez coûteuses à mettre en œuvre, qui ne se justifient pas forcément pour des maisons individuelles, sauf vraiment dans des cas très particuliers. A priori, les techniques constructives qu'on a nous permettent de se prémunir du phénomène à partir du moment où on sait sur quel type de sol on construit.
Et pour les personnes qui nous regardent et qui seraient directement concernées par le phénomène, est-ce qu'il y a des conseils ou des petits aménagements ou travaux à faire qui pourraient limiter les dégâts ? Sur une construction existante, en fait, alors bien sûr, la maison étant déjà construite, on peut difficilement agir sur les fondations. En tout cas en prévention. Par contre, on peut agir sur l'environnement proche de la maison. Et donc, quand on parle d'environnement de la maison, on va parler bien sûr de la végétation, on va parler des réseaux enterrés, en particulier les réseaux d'eau pluviale et d'eau usée. On peut agir aussi sur ce qu'on appelle la mise en œuvre de techniques horizontales, c'est-à-dire sur le pourtour de la maison, mettre en place un petit trottoir périphérique qui va empêcher l'évaporation et donc va protéger les fondations des variations d'humidité les plus importantes. Et alors quelque chose qu'on n'a pas dit sur le phénomène, mais ça se produit à quelle profondeur finalement? Est-ce qu'il faut creuser profondément dans le sol pour protéger les fondations, ou c'est l'histoire de quelques mètres? Les variations d'humidité les plus importantes, on les observe dans les 2 premiers mètres. Forcément, hein, c'est la frange qui est en interaction avec l'atmosphère et qui va subir à la fois les fortes températures, les variations d'humidité avec la pluie ou l'absence de pluie et la végétation. Et quand vous disiez qu'on pouvait agir sur la végétation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on retire tous les arbres qu'il y a sur son terrain, ou il y a d'autres solutions possibles? Alors, on n'est pas obligé de retirer tous les arbres. Ça veut dire que quand on veut planter un arbre, il faut peut-être réfléchir à l'emplacement et réfléchir aussi à la taille qu'il aura une fois adulte. Quand on plante un arbre, on n'a pas forcément d'idée de son ampleur dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Après, quand on est sur un terrain avec déjà des arbres adultes qu'on souhaite conserver, il existe des techniques, en particulier ce qu'on appelle des écrans anti-racines, c'est-à-dire qu'on vient mettre un écran vertical étanche entre la maison et l'arbre qui va couper le prélèvement d'humidité de l'arbre, qui va protéger la maison des variations d'humidité liées à l'arbre en question. Et quand vous parliez des réseaux de canalisation, là encore, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ce qui est important, c'est d'avoir des réseaux étanches. C'est ça. Pas de fuite, voilà. Et alors, dans les terrains argileux qui subissent des mouvements cycliques de retrait et gonflement, dans l'idéal, il faudrait prévoir des réseaux assez souples pour encaisser ces mouvements sans casser. Parce qu'à partir du moment où ils cassent, c'est là qu'on a des fuites. Et donc la fuite vient aggraver les mouvements et donc entretenir les dommages. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus précisément à votre parcours et à quel chemin vous avez emprunté pour en arriver au métier que vous exercez aujourd'hui. On découvre ça tout de suite dans la séquence en coulisses. Sophie, Sébastien, c'est l'heure de vous proposer un petit challenge pour en apprendre un peu plus sur vous. On va vous laisser à chacun 30 secondes, top chrono, pour nous présenter vos parcours. Sébastien, c'est vous qui passez le premier. Dès que vous êtes prêt, on lance le chrono. Est-ce qu'on peut y aller? C'est parti. Allez, top. Donc, après un bac scientifique, j'ai fait une classe préparatoire. J'ai intégré l'école des mines à Nancy, l'école d'ingénieur, où j'ai suivi un cursus en géosciences. Et une fois que j'ai été diplômé, j'ai commencé par travailler 7 ans dans un bureau d'études pour enfin rejoindre le BRGM en 2010. Et donc, j'y suis toujours. Vous avez encore 5 secondes si vous voulez développer sur un point. On peut se projeter dans 3, 2... Non, bah, très bien, c'est fini, vous avez été très efficace. Relevé le défi, hein. On passe tout de suite à vous, Sophie. Même défi, même règle. Est-ce que vous êtes prête? Ça y est, à mon tour. Alors, top chrono. Donc j'ai aussi fait un bac scientifique. Après mon bac, j'étais en classe préparatoire biologie, chimie, physique, sciences de la Terre, BCPST. Après quoi, j'ai intégré l'École nationale supérieure de géologie à Nancy. J'ai fait une spécialisation en géotechnique, qui déjà m'a sensibilisée première fois au phénomène de retrait-gonflement des argiles. J'ai rejoint le BRGM à l'occasion d'un stage sur les glissements de terrain et j'ai eu la possibilité de continuer en thèse. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de souci. En thèse, donc une thèse qui était
co-encadré entre Météo France, le BRGM et la Caisse centrale de réassurance, justement sur les conditions déclenchantes du phénomène RGA, que j'ai soutenu l'année dernière, et après quoi je me suis retrouvée au BRGM dans l'équipe Mouvement de terrain. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Mais bon, 30 secondes, on l'a vu, c'est très court, donc on a encore 2-3 questions à vous poser. Donc déjà, le retrait-gonflement des argiles, c'est quand même un sujet qui est très spécifique. Sébastien, vous travaillez aussi sur d'autres phénomènes, on l'a vu, donc d'autres mouvements de terrain. Mais comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces thématiques-là ? C'est venu avec le poste sur lequel j'ai été embauché au BRGM. Et donc j'ai commencé par un premier projet sur le sujet. J'ai participé donc, en arrivant au BRGM à la fin du programme de cartographie. Et donc voilà, le sujet m'a intéressé, j'ai voulu creuser un petit peu. Et puis avec ces premiers projets qui étaient à la demande aussi du ministère de l'Environnement, des collectivités locales, j'ai vu qu'il y avait de forts enjeux, une forte demande, et donc ça m'a poussé à creuser, à continuer sur le sujet. Et vous, Sophie, ça s'est construit comment, votre cheminement ? J'ai commencé à travailler sur le RGA un peu par hasard, il faut dire, puisque j'avais une spécialisation en géotechnique, je suis rentrée un peu dans le monde des risques naturels, et ça se recoupe assez facilement là-dessus, et je regrette pas du tout. C'est un sujet vraiment passionnant et qui touche à plusieurs disciplines. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites au quotidien ? À la fois la stimulation scientifique, vu que c'est pluridisciplinaire. Le côté, il y a de la géole, on regarde les bâtiments, on regarde le climat, la météo. Et puis les enjeux qu'il y a derrière aussi. Bien que le phénomène soit plutôt méconnu, eh bien, on a annoncé des chiffres assez importants. Et vous, Sébastien, c'est pareil un peu, ou qu'est-ce qui vous plaît le plus au quotidien dans ce que vous faites ? Dans ce que je fais, c'est justement l'aspect pluridisciplinaire aussi. On travaille constamment, en particulier sur ce sujet, avec plein de partenaires qui viennent de spécialités différentes. Et puis aussi, on est quand même assez proche des enjeux, des collectivités, des particuliers qui sont concernés. On est sur un sujet avec des problèmes très concrets. Et donc ça permet on sent qu'on apporte aussi des nouvelles connaissances pour répondre à des questions très concrètes, des enjeux on va dire, du quotidien. Et vous travaillez avec quelle spécialité, on va dire, au quotidien alors, par exemple ? Eh bien, avec des spécialistes en bâtiment, des spécialistes du climat. Côté plutôt géologie aussi des géologues, des géotechniciens, voilà, des géophysiciens. Donc toutes ces spécialités-là sont représentées au BRGM. Et puis à l'extérieur, donc des spécialistes de la construction, de l'assurance également. Et puis on rencontre aussi les maires, les habitants. Donc ça c'est important. Sébastien, dans votre carrière, vous avez fait pas mal de terrain pour faire des observations, des mesures, prendre des échantillons. Vous avez dû voir du paysage finalement. Est-ce qu'il y a des lieux qui vous ont particulièrement marqué ? J'ai eu l'occasion de me rendre dans plein d'endroits en France, et des endroits où je dirais je ne serais pas forcément allé naturellement si le travail ne m'y avait pas emmené. Et donc j'ai pu visiter des régions qui m'étaient complètement inconnues, alors qu'elles sont à quelques centaines de kilomètres de chez moi. Et donc ça, c'est des exemples par exemple, la Corrèze, la Creuse, l'Alsace, voilà, des terrains dans le sud-ouest. Et là, vous continuez à aller sur le terrain encore aujourd'hui ? Un peu moins, okay. Un peu moins qu'avant, du fait de l'évolution du poste, ouais. Des responsabilités aussi. Mais quand j'ai l'occasion, je saute dessus. Sophie, je reviens sur votre parcours. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez hésité faire une thèse ? C'est peut-être pas évident, ça demande un gros investissement. Est-ce que vous avez hésité dans votre orientation ? Si, bien sûr, de nombreuses reprises. Je savais aussi, comme Sébastien, que je voulais faire des sciences, moi plutôt des sciences naturelles, mais j'ai longuement hésité, plutôt géosciences, biologie.
finalement, ça a été la géoscience et je regrette les géosciences et je regrette pas du tout ce choix. Et Sébastien, si aujourd'hui vous deviez soit vous reconvertir ou soit vous avez la possibilité de faire une seconde carrière, je ne sais pas, dans une autre vie, si on rêve un peu, est-ce qu'il y a un autre métier, une autre discipline qui vous aurait attiré? Je dirais que si je devais vraiment faire une reconversion, j'irais sur un métier, je dirais un métier manuel. C'est-à-dire que voilà, de par nos études et puis nos métiers, on travaille, le cœur de notre métier, c'est quand même, on est sur des professions intellectuelles et voilà, c'est quelque chose qui manque un peu, à part quand on va sur le terrain, où là, il y a un peu plus de cet aspect manuel, mais voilà, moi, j'irais plus vers ça, et parfois, ça pourrait être même un peu plus reposant. Et si vous aviez un conseil à donner à des plus jeunes qui nous regardent et qui hésitent sur leur parcours, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, est-ce que ce serait quoi comme conseil? C'est un métier d'avenir, là, d'après ce qu'on a compris avec l'évolution. Déjà, c'est un bon point si on veut se lancer. Les géosciences en général. De toute façon, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir et à étudier, et en particulier quand on parle de risques naturels, avec ce qu'on voit comme dans les projections à venir, en particulier quand on parle de changement global. Oui, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à étudier. Après, je dirais de manière générale, de toute façon, quand on a des choix à faire, il faut aller vers ce qu'on aime et ce qu'on espère nous passionner, parce qu'en fait on est sur des métiers sur lesquels on passe beaucoup de temps, donc autant y prendre du plaisir. Sophie, vous avez un petit message à faire passer aussi? Bah oui, un conseil déjà pour les jeunes, ne pas s'auto-censurer, essayer quand même, prendre le risque, puis oser se lancer dans l'inconnu aussi, même si on peut se dire on tente le coup, on découvre, et puis il y a une chance qu'on adore ça. Super, bon, le message est passé. Merci à tous les deux. Alors avant de se quitter, on vous a demandé de nous partager une recommandation culturelle. On découvre ça tout de suite avec la reco des invités. Alors Sébastien, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous partager? Alors moi, je voulais vous parler d'un livre qui s'intitule Prodigieuses créatures. L'autrice, c'est Tracy Chevalier. Et donc, c'est un roman biographique qui nous parle de la vie de Mary Anning. C'est une Anglaise qui est née au début du 19e siècle et qui a, on va dire, découvert, donc elle a découvert des nouveaux fossiles, et donc elle a lancé, on va dire, la paléontologie moderne. Elle a remis en question plein de concepts sur l'origine de la Terre, la création, et donc la paléontologie, la géologie. Voilà, ça a permis de... donc elle a vécu au début du 19e, donc avant Darwin, avant Cuvier, donc toute la théorie de l'évolution. Voilà. Donc ça a été elle a apporté des nouveaux concepts qui ont été, bon, bien sûr, étudiés et modernisés, mais qui sont encore actuellement... Elle a apporté sa pierre à l'édifice, on pourrait dire. C'était une pionnière, je pense, et en plus... dans un monde où la science était exclusivement masculine. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Vous, Sophie, qu'est-ce que vous nous recommandez? Eh bien, c'est aussi un livre qui s'appelle Pompéi de l'écrivain britannique Robert Harris. Donc, c'est un roman historique qui retrace en gros la crise volcanique de Pompéi du point de vue d'un jeune ingénieur romain qui, au fur et à mesure du récit, découvre les signes avant-coureurs de l'éruption, donc par exemple des mouvements de terrain qui causent la fissuration d'un aqueduc, des vapeurs de soufre, sauf qu'à l'époque, la science n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, et donc sans avoir les clés, on subit un peu la crise qui s'ensuit, et c'est ce que l'on voit au cours de ce récit. Donc je trouve que c'est une belle introduction au risque naturel, à la gestion de crise aussi, à l'importance de la science pour comprendre et anticiper ces phénomènes. On reste dans le thème là, ouais. Oui, et puis c'est bien, on se dit que du coup, entre-temps, on a fait beaucoup de progrès et que c'est finalement un peu plus... On prévoit un peu mieux les choses, quoi. C'est un peu rassurant. Eh bien, merci à tous les deux. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Science en question, tout aussi intéressant. Ciao les sorciers.